Vous savez, toutes les conditions aujourd'hui sont remplies pour que M. Denis Sassou Nguesso parte. Les voyages de M. Denis Sassou Nguesso sont très coûteux pour le trésor public congolais, mais tout ça, ce sont des artifices. Vous savez bien que M. Dominique Okemba a déclaré pendant le procès de Nyangambwala que le 4 mars, lorsqu'il y a eu des détonations, tout le monde s'était enfoui et qu'il est arrivé au palais, il n'y avait plus personne. Donc, ce pouvoir est très fragile. Effectivement, plus il va vers la fin, plus il devient brutal, mais il suffit d'un officier, d'officier congolais courageux pour que la mangue pourrie tombe d'elle-même. Une Maintenant, ce forme qu'il faut dire, de récupération politicienne, alors, puisque la béatification dont on fait état ici, en fait, a commencé, hein, j'allais dire, depuis 1995. C'est ce qu'on apprend et que, finalement, la procédure ou le processus avait même pris fin en 2015. Donc, on attendait alors, que, voilà, la des informations matérialisation. que nous avons, parce que cette béatification-là, on entend beaucoup parler d'elle, mais est-ce que l'Église catholique congolaise a communiqué sur les éléments qui ont été mis pour faire cette demande de béatification? Est-ce qu'a été mis dans le dossier que le cardinal Émile Biaïnda a été assassiné par M. Denis Sassou Nguesso? Ça n'a pas été fait. Il y a aujourd'hui, et on dit que le dossier a été instruit, ce qui est faux. Le dossier a été déposé, mais l'Église catholique doit venir nous dire aujourd'hui, même si c'est entre catholiques, qu'est-ce qui a été mis dans ce dossier. Il n'a pas été mentionné que monsieur, euh, que le cardinal Émile Bienda a été assassiné par le colonel à l'époque, Denis Sassou Nguesso, ministre de la Défense. Il a été mis dans le dossier que le cardinal Émile Bienda a été victime d'un règlement communautaire. Donc, l'Église catholique congolaise est elle-même, malheureusement, bon, elle doit avoir peur de M. Denis Sassou Nguesso. Donc, l'instruction de la béatification du cardinal Émile Biaïnda a été instruite avec ces éléments et non avec la véritable histoire du cardinal Émile Biaïnda qui a été enterré vivant. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, le pape reçoit tous les dirigeants. Maintenant, en ce qui concerne Notre-Dame de Paris, où on a vu M. Denis Sassou Nguesso au premier rang, franchement, je ne suis pas, moi, quelqu'un qui va s'émouvoir de, 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 de voir M. Denis Sassou Nguesso au premier rang. Vous savez, le président Bachar el-Assad a été reçu à Paris lors des festivités du 14 juillet sous le président Nicolas Sarkozy. Et c'est la même France avec François Hollande qui a voulu En défaire découdre avec, M. Bachar el-Assad. Vous avez le président libyen Muammar el-Kadhafi qui a été reçu à l'Élysée par le président Sarkozy et c'est le même qui finalement a milité pour le renverser. Donc, M. Denis Sassou Nguesso, devant en tout cas dans les premiers rangs de Notre-Dame de Paris, ne me fait, pour ma part, ni chaud ni froid. Maintenant, ce qui me choque dans cette énième escapade de M. Denis Sassou Nguesso, c'est le coût faramineux de ces déplacements. Vous voyez bien que dans les mairies, dans les hôpitaux aujourd'hui qui sont en grève, les salaires ne sont pas payés. Donc, M. Denis Sassou Nguesso aujourd'hui, pour son narcissisme et sa folie des grandeurs, est prêt à dépenser des millions de dollars dans le lobbying et ses déplacements. Donc, moi, c'est ce qui me choque.
C'est toujours un plaisir de vous compter parmi nous, mesdames, messieurs. Bonjour et merci d'avoir encore choisi R7. Aujourd'hui, nous allons évoquer la chute du tyran Bachar al-Assad, cet homme qui a régné de main de fer 50 ans durant sur la Syrie. Quelle similitude avec le régime totalitaire de Brazzaville incarné par Denis Sassou Nguesso. Avec moi sur ce plateau pour en parler, Mingwa Biango, fondateur et administrateur du site d'information congoliberty.com, chef d'entreprise, président de l'association Urgence Enfants Africains. Bonjour Mingwa, et comment allez-vous? Je vais très bien. Bonjour Christian Perrin. Bonjour à tous les téléspectateurs de TLR TV. Merci beaucoup. Après 50 ans de règne, par la terreur bien entendu, le régime totalitaire du clan Assad s'est effondré, vous l'avez aussi appris, dans la nuit de 7 donc le samedi 7 au dimanche 8 décembre dernier, après des décennies bien sûr de brutalité et de répression sanglante. Un vent d'espoir semble désormais souffler sur la population syrienne. L'espoir de vivre désormais à l'abri bien sûr de la peur, de la terreur et dans le respect des droits fondamentaux qui leur ont été privés pendant des décennies. Je vous propose d'abord de suivre ce reportage relatif avant de vous faire réagir. Suivez. Un portrait de Bachar al-Assad déchiré, gisant au sol dans son palais présidentiel, symbole de sa chute fulgurante. Retour sur ce renversement éclair en 5 dates clés. 27 novembre, c'est le début de l'offensive dans le nord-ouest du pays. Les rebelles, menés par les islamistes du groupe Hayat Tahrir al-Sham, prennent d'assaut les territoires contrôlés par le régime de Bachar al-Assad dans la région d'Idlib. Ils répliquent par des frappes aériennes avec l'appui de l'aviation russe. 1er décembre, Alep, poumon économique du pays, tombe seulement 4 jours après le début de l'offensive. Les rebelles détruisent les symboles du régime. Je suis le fils d'Alep. Je suis retourné dans ma ville, ma terre et ma maison par la volonté de Dieu. Et nous n'abandonnerons pas un seul centimètre des terres de Syrie. 5 décembre, la ville de Hama est prise. Les rebelles progressent le long d'un axe nord-sud et se dirigent vers la capitale. À ce moment, le bilan des combats s'élève à plus de 700 morts. Le régime prétend s'être simplement replié. J'affirme que ce qui s'est passé aujourd'hui dans la ville de Hama est une mesure tactique temporaire. 7 décembre, finalement les rebelles capturent Homs, la 3e ville du pays. Ils prennent aussi le contrôle de toute la province de Dera, au sud du pays, d'où avait débuté la révolte en 2011. 8 décembre, dans la nuit, la capitale Damas tombe aux mains des rebelles. Ils prennent la prison de Sednaya, symbole des exactions du régime, puis font chuter le Premier ministre qui cède le pouvoir. À la télévision publique, un groupe d'hommes revendique la victoire. Avec l'aide de Dieu, la ville de Damas a été libérée, le régime du tyran Bachar al-Assad a été renversé et tous les prisonniers des prisons du régime ont été libérés. En seulement 12 jours, les rebelles ont mis fin au régime al-Assad qui aura tenu le pays d'une main de fer pendant plus de 50 ans. Alors, Mingwa Biango, quel commentaire vous inspire finalement la chute de Bachar al-Assad, l'homme qui a pratiquement résisté pendant longtemps depuis le début de cette révolution qui finalement a eu raison sur lui? Écoutez, merci encore de m'avoir invité. Ce que nous inspire la chute du dictateur syrien Bachar el-Assad, c'est qu'elle est aussi brutale que la chute de toutes les dictatures, qu'une dictature n'est pas éternelle et que qu'en luttant, qu'un peuple qui lutte contre une dictature finit toujours par triompher. Alors, ça nous rappelle également qu'au Congo, il y a une dictature et pour cela, nous allons essayer de commenter avec vous les différentes facettes et la similitude entre ces dictatures-là. Donc, ça nous évoque, en tout cas, ça nous rappelle la dictature congolaise, qui est aussi féroce que celle de Bachar el-Assad. Et surtout, euh, on a aussi vu que ces dictatures sont soutenues par des puissances étrangères, en particulier celle de M. Bachar el-Assad, c'était la Russie. Et à côté, vous avez des rebelles qui ont été soutenus par en particulier la Turquie, mais par les États-Unis également. Donc on voit bien que ces pays-là sont des pays où des forces étrangères soutiennent ou maintiennent des dictatures.
Alors, aussitôt tombées, les enquêtes ont été finalement ouvertes contre les auteurs présumés des crimes contre l'humanité ou des crimes de toute nature pendant évidemment le règne d'Assad, de Bachar al-Assad. Alors, quelle leçon peut-on finalement tirer de cela? Quel message envoie-t-on par là pour dire que finalement les crimes évidemment sont imprescriptibles et on se posera quand même la question de savoir pourquoi est-ce que d'une chute à une autre, les dictateurs n'ont jamais tiré de leçon. Mais c'est pour ça qu'on doit tirer les enseignements. Comme vous le dites, les dictateurs ne tirent jamais les enseignements de leurs prédécesseurs qui ont été chassés du pouvoir. Bon, il faut aussi dire qu'en Afrique, on sort des années 90 où il y a eu un multipartisme, il y a quand même des pays qui ont avancé. Donc il y a des pays, des leaders politiques africains qui ont quand même tiré les leçons, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à la fin de leur mandat électif et qui sont partis. On le voit aujourd'hui avec l'actualité de l'élection présidentielle au Ghana. On peut également parler du Botswana. Mais c'est vrai qu'il y a entre autres des pays où des présidents arrivés démocratiquement au pouvoir à l'issue de leur mandat, c'est l'histoire des fameux troisième mandats ou plus qui ont plongé leur pays dans des situations politiques assez tendues. Donc on peut dire qu'il y a quand même une prise de conscience, mais aujourd'hui, on va se focaliser sur les présidents ou les dictateurs qui ne tirent pas les leçons de ce qui se passe. Donc, en ce qui concerne Bachar el-Assad, on peut dire que c'est une situation assez, on va dire, dramatique pour le peuple syrien qui entre dans une période d'incertitude, même si l'actuel homme fort de Damas, qu'on qualifie d'ancien djihadiste est aux affaires, mais ça reste quand même une situation assez préoccupante. On craint en tout cas que la Syrie se dirige vers une situation similaire à celle de la Libye. Maintenant, on peut également dire que les dictateurs africains n'ont pas suffisamment pris, en tout cas tiré les enseignements de cette situation. En particulier, on va revenir sur le Congo-Brazzaville pour parler de M. Denis Sassou Nguesso, qui a été pardonné après la conférence nationale, donc suite à son règne et suite aux assassinats de 1977. Il a été pardonné par le peuple congolais par le biais de la conférence nationale, mais on voit bien qu'il est revenu au pouvoir par les armes en 1997 avec l'aide de puissances régionales extérieures, en particulier l'Angola et des miliciens tchadiens. Et on voit bien que M. Denis Sassou Nguesso, après 27 ans de règne sous Sassou II, n'a tiré aucune leçon de toutes ces chutes de dictateurs. Et on peut rappeler celle de Mobutu. Vous savez, lorsque le tombeau du père Assad a été incendié, donc c'était le 11 décembre, je me trouvais en mission professionnelle à Rabat au Maroc et j'ai eu cette envie d'aller visiter en tout cas le tombeau du maréchal Mobutu qui est enterré au cimetière militaire de Rabat, donc c'est ce qu'on appelle le cimetière chrétien. Et là, j'ai quand même été pris de tristesse parce que sur le tombeau de Mobutu, vous n'avez que les initiales. C'est comme si la famille avait craint que le tombeau de Mobutu soit profané. Donc, lorsque vous arrivez devant le tombeau de Mobutu, en tout cas du maréchal Mobutu, vous voyez les initiales MSS. Et c'est à l'intérieur du caveau que vous avez une plaque qui mentionne le nom maréchal Mobutu Sese Seko Kokungwendo Ouazabanga. Donc, c'est à l'intérieur du caveau. Et à côté, vous avez également ses parents, donc ses beaux-parents qui ont été enterrés, principalement les frères et les neveux de la veuve Maman Bobila Dawa, qui sont à côté. Donc, lorsque vous arrivez sur ce lieu, sur ce cimetière-là, en tout cas dans ce cimetière, pardon, vous êtes quand même quelque part pris de tristesse parce que M. Mobutu, nous pensons très sincèrement en tant qu'Africains, sa place n'est pas du tout à Rabat au Maroc où il est enterré depuis une trentaine d'années. Mais qu'à cela ne tienne, c'est un peu la conséquence également de sa gouvernance qui a été très tyrannique, qui a été une gouvernance qui a ruiné la République démocratique du Congo ex-Zaïre. Donc,
il faut que les dirigeants actuels du Congo qui ont pris le Congo en otage tirent les leçons de ce que nous avons vu en Syrie. En tout cas, pour ma part, ça reste des images en tant qu'humaniste dramatiques de voir incendier le tombeau du père de Bachar el-Assad, donc Hafez el-Assad. Ce sont des images que nous ne voulons pas voir demain au Congo-Brazzaville et nous appelons en particulier la famille de M. Denis Sassou Nguesso et ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir de se ressaisir parce que demain, il est probable que les images que nous avons vues en Syrie, principalement sur les incendies des symboles du pouvoir, peuvent malheureusement se produire également dans les cimetières de la famille qui règne aujourd'hui au Congo, ce que nous ne souhaitons pas. Donc, il faut que les Congolais se ressaisissent, en particulier ceux qui sont au pouvoir, euh, qu'on organise une transition démocratique au Congo-Brazzaville. Et pour notre part, nous le rappelons, si aujourd'hui il y a une personne qui peut faire l'unanimité qu'on doit accompagner pour une transition démocratique au Congo, c'est bien le général Jean-Marie Michel Ngoko qui croupit en prison depuis bientôt 8 ans. Alors, évidemment, on va y revenir tout à l'heure. Vous disiez, dans votre développement, vous avez parlé des leçons ou des enseignements que les dictateurs n'ont jamais tirés, mais dans le cas, par exemple, de Denis Sassou Nguesso, c'est bien bizarre de constater que après sa chute, c'est une chute, hein, c'était une forme de chute en 1992, il est revenu par les armes, tout le monde le sait, mais depuis là, il fait apparemment pire. Et là, on comprend très bien que Denis Sassou Nguesso n'avait jamais tiré les leçons sur son passé et croit devenir désormais un dieu à qui tout est permis. Je vais donc proposer à nos téléspectateurs le reportage. Ici, il s'agit bien sûr de la tombe du père de Bachar al-Assad qui a été brûlée et on revient sur le plateau. Suivez. نجي لهون على المقبور حافظ وباسل وأنيسة لحتى بس ننظر نظرة عليهم لهالإنجاز لأنه كانوا ظالمين الشعب السوري كله ظالمينه. Alors, Bingwa Biango, la tombe du père de Bachar al-Assad brûlée, c'est quoi le symbole et pourquoi pensez-vous Écoutez, que les Syriens sont arrivés jusqu'à ce niveau? écoutez, moi en tant qu'humaniste, ce sont des images que je trouve insoutenables. Euh, que je n'aimerais pas voir demain au Congo-Brazzaville. Donc ça, c'est une chose. Après, il faut comprendre les populations qui, depuis 50 ans sous la dynastie Assad, les populations ont été paupérisées, ont été torturées, ont été marginalisées. Et donc là, vous avez la réaction. Bon, c'est vrai que là, c'était des combattants issus du groupe HTS qui a remporté la bataille de Damas, on peut l'appeler comme ça, même s'il n'y a vraiment pas eu d'affrontement. Mais on peut quelque part comprendre cette situation. Et pour l'éviter, si M. Assad avait eu l'intelligence de rassembler autour de lui, malgré les oppositions, toutes les parties prenantes de la crise syrienne, je pense que cette situation ne serait pas arrivée. Mais en tout cas, on comprend que des populations ou des militants qui renversent un pouvoir se comportent de la sorte. Et nous savons aujourd'hui que le pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso, malgré les artifices, est pratiquement à sa fin. Pratiquement à sa fin, pas parce qu'il y a une rébellion, mais parce que le pays est en quasi-faillite financière. Donc, le véritable opposant de M. Denis Sassou Nguesso aujourd'hui, c'est la crise financière, mais c'est également cette jeunesse paupérisée qui n'a pas de travail, qui est marginalisée et qui, du jour au lendemain, peut se rebeller, en tout cas renverser le pouvoir suite à une manifestation populaire. Donc, M. Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui, ne prendra pas les mesures nécessaires parce il est allé trop loin. La nature du pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso
ne peut pas se pérenniser sans la corruption, sans le crime, sans le pillage. Les tenants de ce pouvoir, depuis bientôt une trentaine d'années, sont habitués à ce type de dispositif de corruption. Donc, M. Denis Sassou Nguesso ne pourra pas du jour au lendemain arrêter cette situation parce que ça l'entraînerait. Donc, il faut que M. Denis Sassou Nguesso, s'il a une once encore de sagesse, organise une espèce de sortie honorable pour permettre aux Congolais de se rassembler et que ces images qu'on a vues en Syrie ne se répètent pas au Oui, Congo-Brazzaville. mais c'est Et bien beau de penser ainsi, mais sauf qu'on a bien l'impression que ce n'est pas ce que pense Denis Sassou Nguesso. La preuve, c'est que là, il a déjà déroulé sa machine. Sa machine est déjà en marche hein, pour les campagnes électorales, il faut le dire comme ça. Et on sait comment ça se passe au Congo-Brazzaville. Il tout prépare ça, tout une ça, nouvelle, Monsieur Perrin, comme tu dirais, un nouveau passage en force. C'est tout le monde le sait. oui, Et puis, on entend déjà dire, pour terminer, on entend déjà dire que la Syrie, c'est pas le Congo. Voilà. Et ça commence, le sang commence à mais monter pour dire bah écoutez, c'est arrivé à Assad, mais pas à nous, ça ne nous arrivera. Et comme quelqu'un qui me disait d'ailleurs, les dictateurs n'écoutent personne. les dictateurs n'écoutent personne, mais les dictateurs également, vous avez raison, ne peuvent pas partir seuls. Il faut qu'il y ait un rapport de force. Et là, vous voyez bien, en Syrie, il y a eu une rébellion qui a été soutenue par diverses puissances régionales et mondiales. Maintenant, est-ce que nous avons besoin que le sang coule de nouveau au Congo? Vous savez, Monsieur Perrin, moi, j'ai été victime pendant 97 de la folie meurtrière de la guerre civile au Congo-Brazzaville. J'ai perdu mon père dans cette guerre. J'ai également, lors de l'attaque de Mouyonzi, vu mon grand-père et ma famille maternelle être décimés à Mouyonzi. Aujourd'hui, on n'a jamais retrouvé le corps de mon grand-père, par exemple, à Mouyonzi. Donc, je ne souhaite pas que cette situation se répète au Congo et je ne voudrais pas que d'autres citoyens congolais connaissent la même situation. Donc, c'est à nous de nous battre pacifiquement pour renverser le rapport de force. Mais vous savez, toutes les conditions aujourd'hui sont remplies pour que M. Denis Sassou Nguesso parte. Les voyages de M. Denis Sassou Nguesso sont très coûteux pour le trésor public congolais, mais tout ça, ce sont des artifices. Vous savez bien que M. Dominique Okemba a déclaré pendant le procès de Nyangambwala que le 4 mars, lorsqu'il y a eu des détonations, tout le monde s'était enfoui et qu'il est arrivé au palais, il n'y avait plus personne. Donc, ce pouvoir est très fragile. Effectivement, plus il va vers la fin, plus il devient brutal, mais il suffit d'un officier d'officier congolais courageux pour que la mangue pourrie tombe d'elle-même. Oui, mais Donc, dans le même temps, vous dites il faut continuer à lutter pacifiquement, mais on a vu en Syrie, par exemple, ceux qui ont pris le pouvoir ont commencé à se battre depuis des années pacifiquement, ça n'a pas marché, ils étaient obligés de passer à la force et finalement pour mettre en état de nuire ce tyran, Bachar al-Assad. Au Congo, pareil, on va remonter le temps. Denis Sassou Nguesso avait été mis à l'écart par le peuple congolais puisque c'était au cours d'une élection démocratique, transparente, j'allais dire juste et équitable. Il avait été mis à Monsieur côté, Christian il est Perrin, revenu par les armes. Et depuis là, M. Denis Sassou Nguesso ne veut plus lâcher le pouvoir. Il évolue de coup d'État en coup d'État, capable de sortir les armes pour les retourner contre les Congolais. Et vous dites qu'il faut continuer à lutter alors, pacifiquement. moi, je crois à la lutte pacifique. Vous avez aujourd'hui, j'ai pas envie de les charger. Monsieur Pascal Issouba a été chassé du pouvoir par les armes, comme vous le dites. Il y a quand même beaucoup d'officiers qui sont sortis de ce pays. Aujourd'hui, qu'ont-ils fait? Moi, je suis un civil, je ne peux pas aujourd'hui appeler à une rébellion armée parce que je sais qu'au Congo-Brazzaville, il y a eu des exemples de changement de pouvoir sans effusion de sang. On va parler de 1979. Monsieur Denis Sassou Nguesso a renversé le général président Yomi Opango sans un tir de canon, il a été renversé. Vous avez la conférence nationale où il n'y a pas eu d'effusion de sang. Donc, moi, je suis plutôt sur cette alternative-là que sur une alternative armée
où les Congolais vont de nouveau souffrir. Après, ceux qui prônent ce type de, de lutte Initiative. armée, mais qui le fassent, mais sauf qu'ils n'auront pas notre soutien. Ceux qui auront notre soutien, c'est ceux qui feront une révolution de palais. Ceux Non, qui mais feront une révolution de palais non, sans que le peuple je ne disais, si ce souffre. n'est pas les armes, pas forcément les armes, mais pas forcément aussi pacifiquement. Il y a aussi la désobéissance civile. Et voilà pourquoi j'étais en train de rappeler, parce que Denis Sassou Nguesso a un problème. Plus la population congolaise lutte pacifiquement, lui, il utilise des armes. Et ça, les exemples, il y en a. On a vu. Ah, mais Alors, je suis d'accord avec vous. Ce que je suis tout simplement, en tout cas ce que j'essaie de dire, c'est que on le voit à travers le monde. Les révolutions que nous voyons à la télévision sont souvent des révolutions bien préparées. Quand je dis bien préparées, c'est à l'international également, parce que lorsqu'il y a un premier coup de canon, il faut que l'international vous suive. Si ce n'est pas le cas, vous avez la situation qu'on a connue en 2015 où M. Denis Sassou Nguesso, suite à la modification de la Constitution, et vous étiez au pays, je pense, à massacrer les populations. Donc, il y a également des exemples, c'est-à-dire que M. Denis Sassou Nguesso, oui, est soutenu par la France-Afrique, on va dire les choses comme ça, par divers réseaux mafieux internationaux. Mais on voit bien également, vous avez le cas de la Syrie, où les Russes n'ont pas suivi Bachar el-Assad. Donc, il y a un travail qui a été fait. Et vous croyez un seul instant que les rebelles contacts de djihadistes sont entrés comme une lettre à la poste à travers tout le pays, en tout cas à Damas, en une semaine, sans qu'il y ait eu des négociations avant, sans qu'on ait lâché Bachar el-Assad. Ils ont, je pense, fait cette offensive parce qu'ils savaient qu'en face, il n'y avait plus d'opposition. Donc, c'est à nous de travailler pour que M. Denis Sassou Nguesso s'en aille et c'est possible. M. Denis Sassou Nguesso a un peu plus de 80 ans. Il est à la fin. Nous appelons les Congolais à la retenue et au ressaisissement. Et nous appelons demain les Congolais à ne pas brûler les infrastructures ou bâtiments publics lorsque M. Denis Sassou Nguesso tombera. Mais M. Christian Perrin, on va rappeler quelque part un peu l'historique du maréchal Mobutu. Vous savez que le maréchal Mobutu a été un allié des Américains en Afrique centrale pendant la guerre froide. Et vous savez bien que Monsieur Bill Richardson, je crois, l'envoyé spécial du président Clinton, lorsqu'il est allé voir le maréchal Mobutu, c'était pour lui dire que son temps était passé, qu'il avait vécu et qu'on organiserait une sortie honorable au maréchal Mobutu. Donc, les alliances entre des dictateurs et des forces ou puissances étrangères ne sont pas éternelles. Bon, en ce qui oui, mais concerne le dans le même Zaïre, temps, Mingwa Biango, pardon, est-ce qu'on va toujours attendre que les puissances étrangères viennent nous dire, ben, écoutez, on va vous aider à dégager celui qui a... Parce que quand elles arrivent pour vous proposer ce genre de deal, c'est pour continuer à vous maintenir sous la domination. Et moi, ici, je parle d'une libération d'un peuple qui se libère. C'est ça aussi, le droit à l'autodétermination. Les peuples doivent se libérer par Je, eux-mêmes. je suis d'accord avec vous, Monsieur Christian Perrin, mais bon, c'est peut-être pas le lieu de discuter, si vous voulez, de la souveraineté des États qui, en réalité, n'existe pas dans l'absolu. Il n'y a que les Africains pour croire que la souveraineté est absolue. Non, ça n'existe pas. Quand vous voyez aujourd'hui les pays occidentaux, en particulier, euh, vous avez ce qu'on appelle l'OTAN. La France, aujourd'hui, a une souveraineté limitée parce qu'elle reste quand même sur le parapluie américain. On peut également prendre le cas aujourd'hui des pays du Sahel. Vous voyez bien que elles militent, en tout cas de ce qu'on nous dit, pour leur souveraineté par rapport à la France. Mais qui vous avez comme allié de ces pouvoirs? Vous avez bien les Russes. Donc les Russes ne vont pas venir sur parce que les Nigériens ou les Maliens sont les plus beaux. Ils viendront pour imposer également leur doctrine. Il faut savoir que la Russie, par exemple, a été quand même une puissance impériale à travers le monde. La Russie, c'est bien le créateur de l'Union soviétique. Donc, on a
un pays est obligé lorsqu'il est faible d'avoir un parrain. Vous avez le Japon, vous avez la Corée du Sud qui sont sous le parapluie américain. Donc demain, les Africains sont obligés d'avoir un parapluie. Alors ce parapluie, est-ce Oui, que c'est évidemment, celui des là, ça Russes? rentre dans le Est-ce que cas c'est celui des Américains? des partenariats qu'on peut avoir avec, voilà, des partenaires que l'on choisit soi-même. Ça, c'est tout normal. Même les Américains ont des partenaires, mais ça ne Il veut n'y a pas non plus. pas, Monsieur Perrin, il n'y a pas il n'y a pas de honte d'avoir un parapluie parce que le monde aujourd'hui est un monde dangereux. Vous pouvez avoir vos richesses qui sont les nôtres, mais avec l'espace vital que recherchent les puissances économiques, qu'elles soient occidentales ou orientales, elles viendront s'imposer chez vous. Donc, lorsque vous êtes faible, euh, vous ne pouvez pas vous dire qu'on va être souverain et qu'on va décider. Non, ça n'existe pas. Ça existe, vous allez Oui, mais la m'excuser, dans le monde des souveraineté bisounours. appartient au Donc, ce peuple. que C'est le nous peuple devons qui est faire, vous allez souverain. m'excuser, Lorsque ce vous que avez nous le devons faire, soutien d'un peuple, aucune puissance ne peut vous faire tomber. Ça n'existe pas. Et j'ai l'histoire pas de compris, ce monde nous excusez-moi. l'a démontré. Et quand vous avez le soutien de la population, aucune puissance ne peut vous faire tomber. Après, je peux me tromper, on me dira peut-être le contraire. On va donc évoluer en revenant donc sur, évidemment, la chute de Bachar al-Assad. C'est pour tirer un peu les similitudes entre ce régime totalitaire qui a régné 50 ans sur la Syrie et le régime de Brazzaville, le régime totalitaire de Brazzaville incarné par Denis Sassou Nguesso. Quelles pourraient être les similitudes, selon vous? Mais les similitudes, c'est déjà le pillage des richesses du pays. Monsieur Assad serait parti, en tout cas durant le règne du père et du fils, avec des milliards de dollars. Ensuite, vous avez toutes ces tortures qui ont été imposées aux opposants au régime. Vous avez toute cette discrimination communautaire qui a été faite. Vous voyez bien qu'au Congo, aujourd'hui, vous avez l'ethnie Moshi de M. Denis Sassou Nguesso qui occupe tous les postes civils et militaires. Vous avez toutes ces similitudes, même si certains disent que la Syrie n'est pas le Congo, toutes les dictatures ont les mêmes dispositifs de répression de la population. Maintenant, il faut que les Congolais se rendent compte que M. Denis Sassou Nguesso ne partira pas seul. Il faut qu'on se mobilise, il faut que toutes les forces du pays se mobilisent pour ensuite organiser une transition pacifique au Congo-Brazzaville. Alors, puisque nous parlons du Congo-Brazzaville, la violation évidemment des droits humains, une des caractéristiques, hein, il faut le dire comme ça, des régimes totalitaires, connaît et aujourd'hui une augmentation vertigineuse au Congo-Brazzaville de 400% selon le Centre d'action pour le développement, le CAD, que je vous propose d'ailleurs de suivre un reportage sur le rapport que ce centre a rendu public. Suivez. Le CAD, Centre d'action pour le développement, documente les violations des droits humains en République du Congo depuis 2021. Et dans son rapport annuel de plus de 200 pages, l'ONG évoque pour 2024 un recul inouï des droits civils et politiques dans le pays. Les conclusions sont terribles, mais cette fois-ci, le pays a passé un cap supplémentaire. Pourquoi nous le disons? Parce que nous avons documenté en cette année 2024 8216 violations des droits humains. Alors qu'en 2023, nous étions à 2092. C'est une augmentation très importante et cela nous inquiète. Une augmentation de près de 400% par rapport à l'année dernière. Les chiffres proviennent d'études de terrain dans 17 localités congolaises seulement. Selon le CAD, les arrestations arbitraires ont augmenté de 711% entre 2023 et 2024. Les détentions arbitraires de 670%. Les disparitions forcées de 200%. Les cas de torture et de mauvais traitements de 1253% précisément. Espoir Nungu est décédé des suites de coups et blessures volontaires, selon le rapport d'autopsie. Cet étudiant de 27 ans vivait ici avec sa famille à Djiri, dans le 9e arrondissement de Brazzaville.
Le 21 octobre, il est arrêté par la police. Sa mère fait le tour de la ville pour finalement récupérer le corps de son fils mort. Je l'ai cherché dans plusieurs commissariats sans le trouver. Au bout du 11e jour, on m'a appelé pour me dire qu'il avait fait une crise au commissariat de Kibeliba et que je devais venir le chercher. Quand je suis arrivée là-bas, on m'a dit qu'il était aux urgences. Et là, on m'a dit que mon enfant était décédé depuis longtemps et qu'il avait été déposé à la morgue. C'est à l'hôpital qu'on m'a informé qu'il était arrivé ici, déjà mort. La famille a porté plainte contre un policier. Car dans ce cas, comme dans beaucoup d'autres, selon le CAD, les forces de l'ordre sont pointées du doigt. Des violations, ou la violation, il faut le dire comme ça, des droits humains au Congo-Brazzaville inquiètent désormais des disparitions forcées, des jeunes tués dans des cellules de prison, torturés, parfois les yeux crevés, on y reviendra tout à l'heure. On parlerait aussi de l'augmentation, j'allais dire, du banditisme, le grand banditisme au Congo-Brazzaville. Qu'est-ce qui peut expliquer tout cela? Alors, On a l'impression que plus une dictature, un système, voilà, totalitaire, va vers sa fin, plus il devient très, très répressif. C'est ça. écoutez, déjà, il faut commencer par féliciter et remercier toutes les organisations non gouvernementales qui défendent les droits de l'homme au Congo-Brazzaville. Maintenant, on parle d'augmentation. Moi, je vais vous décevoir, Monsieur Christian Perrin. Il n'y a pas d'augmentation. Il y a tout simplement aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec le travail des organisations non gouvernementales, mis sur la place publique des crimes qui ont commencé depuis le retour de M. Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Vous avez eu les disparus du beach. Ou combien aujourd'hui, on pourra y revenir sur l'affaire Roberto Lissassi, combien de Congolais sont des Roberto Lissassi? Monsieur Roberto Lissassi a eu le courage de porter plainte contre le commandant de police qui l'a torturé et éborgné. Aujourd'hui, monsieur Lissassi est pratiquement aveugle, mais je peux vous dire qu'il y a plusieurs Roberto Lissassi au Congo-Brazzaville. Et c'est donc là l'occasion pour dire aux Congolais qui n'ont peut-être pas aujourd'hui les moyens et le courage de porter plainte contre des auxiliaires de police, contre des auxiliaires de justice, des juges, des policiers, qu'ils doivent documenter tous ces éléments. Et une fois documentés tous ces éléments, le jour où le Congo redeviendra un pays démocratique, il y aura une instruction sur tous ces dossiers. Donc, cher peuple congolais, que vous ayez peur, on le comprend, le Congo n'est pas un pays de droit. Documentez toutes les violations des droits de l'homme, les disparitions que vous avez connues, que vous connaissez, ou qui ont eu lieu dans vos familles, pour que demain, justice vous soit rendue. Après, M. Perrin, en ce qui concerne les droits de l'homme au Congo-Brazzaville, ce ne sont pas seulement les tortures. Les droits de l'homme, c'est aussi euh, euh, ne sont pas respectés lorsqu'on ne paye pas les pensions des fonctionnaires. Aujourd'hui, les droits de l'homme, c'est aussi le droit à la santé. Et vous savez bien qu'aujourd'hui, les Congolais ne sont pas soignés correctement, qu'il y a aujourd'hui, malheureusement, euh, les soins de santé sont devenus un bien commercial comme tous les autres. Malheureusement, les médecins ne sont pas payés. Les médecins, comme toutes les corporations du pays, que vous allez dans les mairies ou autres, chacun essaie de survivre. Donc, vous avez aujourd'hui des opérations qui sont tarifées à 2 millions de francs CFA. Combien de Congolais peuvent payer 2 millions de francs CFA pour une opération dont on n'est même pas sûr du résultat? Donc, les droits de l'homme, ce sont non seulement les tortures, mais ce sont également le droit à la santé, le droit à l'alimentation et le droit à l'éducation, ce qui n'est pas le cas. Donc, les droits de l'homme, pour résumer votre question, en tout cas pour y répondre synthétiquement, c'est que c'est depuis 1997, dès le retour de M. Denis Sassou Nguesso au pouvoir, que les droits de l'homme ont été, en tout cas, violés à grande échelle. Et aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux qui amplifient un peu le phénomène, mais ça a toujours été le cas au Congo-Brazzaville.
Évidemment, tout à l'heure, vous avez parlé de l'affaire Roberto Lissassi, ce jeune éborgné par un commandant de police au Boramoussé du PSP de la rue Mboshi, voilà. Et donc, ce jeune demandait en fait justice, il réclamait justice. Et curieusement, on apprend que c'est le procureur de la République, André Okongakala, qui a boycotté d'abord ce procès et bien après a tenté de retourner la situation contre le jeune Roberto Lissassi en créant une mise en scène honteuse, il faut le dire comme ça, très ridicule d'ailleurs, où on envoie des policiers aller attraper donc le jeune, l'accusant donc de détenir des stupéfiants ou de consommation de stupéfiants. Ben voilà. Et tout le monde est en train de constater que mais vraiment une mise en scène qui n'honore pas la justice congolaise. Et très curieusement, c'est un peu ce rapprochement-là. Et ici, on parlait donc de la violation des droits humains. Alors, dans le cas d'espèce, et nous avons dit qu'il y a aussi des disparitions forcées. Ce jeune est borné, tout le monde a vu. L'auteur, donc le commandant de police, a reconnu devant la justice les faits. Torture, on a subi les lots. Et comme il y a quasiment aveu, na kokotanga te. Na kokosala ici c'est mon côté. Donc la commune a dépendre la moto. Pour le sala pour il faut moto, pour le sala pour il faut moto. Capitaine et mutungana ils sont avec que zala ba relation malamu, te toi qui na relation malamu. Ye mutabenga na yaka na bureau na ye. Comme adjoint à ça le baki ba okumanga. Donc ba sala qui plan na bango na adjoint na ye. Ba kokisi projet na bango ba toboninga miso. Ba kile tangi. Ba tinga na BJ le tongote butu ba ko soira à l'hôpital pe lobi na tongo ba kimi na bango. Ba pienga pendapu. Capitaine Avaï Nanga atana ko funda partout solution ko dramate. Donc général Jean-François Ndinga Azali et l'autre côté ko lekana. Na niveau à parquet procureur de la République a procureur na bango et l'autre ko sala maete. Desire doit ka garde na ndaka procureur donc l'autre ça matin ngwana ngana seka na tata mukunza ikolo. Ya zo bâtir mboka oyo na la paix na justice. Na zana confiance que ce ka yo kimbela nanga na lingi kaka bakambo mibale. Justice la mao ba torture nga tout ba répondre à justice pe ba évacuer nga pour ba sauver miso etika nga ka moko yo ce qui dépasse mingi. Merci. Et très curieusement, le procès est boycotté par un procureur de la République. Quel procureur de la République vous me parlez de monsieur Okongakala? Okongakala. Moi, personnellement, ça ne me surprend pas. Le Congo n'est pas un état de droit. Monsieur Okongakala, on le voit sur tous les théâtres judiciaires. On l'avait vu malheureusement également lorsqu'on a assassiné la fille du défunt président Massamba Deba. Il n'y a jamais d'enquête avec monsieur Okongakala. Mais ce que les Congolais doivent savoir, c'est qu'ils ne doivent rien attendre du système judiciaire congolais. Il faut que le Congo retrouve sa pleine souveraineté démocratique pour que demain, les Congolais aspirent à une justice juste. Hein, excusez-moi de cette petite tautologie. Donc, tant que M. Denis Sassou Nguesso sera aux affaires, vous aurez une justice aux ordres. Et on a également vu une vidéo de la maman de Roberto Lissassi appeler M. Denis Sassou Nguesso et Mme Antoinette Sassou Nguesso à la rescousse pour qu'elles interviennent. Donc, vous voyez bien, et je comprends la maman, mais M. Denis Sassou Nguesso est responsable de cette situation. On demande à M. Denis Sassou Nguesso, oui, il pourra peut-être intervenir, mais c'est M. Denis Sassou Nguesso qui est responsable de cette situation. Donc, tant qu'il sera là, vous aurez des cas comme celui de Roberto Lissassi, et comme je vous l'ai dit précédemment, il y a plusieurs Roberto Lissassi, des centaines de Roberto Lissassi au Congo-Brazzaville. Et tant que M. Denis Sassou Nguesso sera là, personne n'est à l'abri. Que vous soyez du nord, du sud, Moché, Lari, Bembe, Kouyou, je ne sais quoi, vous serez victime de policiers et juges véreux qui ne lésineront pas pour vous torturer, pour vous voler et pour mettre fin à tout ça. C'est le retour de la démocratie au Congo-Brazzaville, en tout cas d'un état de droit, et c'est pour ça que nous prônons une conférence inclusive de toutes les forces du pays
qui aboutira par une transition démocratique dirigée par le général Jean-Marie Michel Moukou. Alors ici, je reviens donc sur cette affaire. On constate bien, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est une mise en scène de André Oko Ngakala, le procureur de la République, qui instrumentalise la justice. Et là, ça commence à craindre parce que finalement, comme vous l'avez dit, la justice, bon, tant que Denis Sassou Nguesso... Mais vous savez, sans vous contredire, enfin, Oui, je ne vous contredis pas, mais on parle d'instrumentalisation. Vous avez une instrumentalisation, puisque M. Denis Sassou Nguesso était au Vatican, il aurait parlé avec le pape il aurait béatification plaidé pour la béatification du du cardinal Émile cardinal Émile Biaïnda, mais vous voyez bien que en 77, c'est les Bakongo qui ont tué Marien Ngouabi. Vous voyez bien qu'il y a encore, comme l'a dit M. Denis Sassou Nguesso, la 404 du capitaine Kikadidi qui aurait assassiné le président Marien Ngouabi. Donc, la manipulation, la fraude a toujours été En fait, vous un voulez dire élément que capital dans c'est la gouvernance de le M. monde Denis Sassou Nguesso. opératoire de Denis Sassou Nguesso, en fait. Ça n'a pas changé. Mais ça n'a pas changé. Donc là, M. Okongakala, effectivement, a manipulé ou instrumentalisé une affaire, mais il s'inspire de ce que leur maître à penser, M. Denis Sassou Nguesso, a toujours fait. Malheureusement, il y a des victimes. Donc, vous allez m'excuser, on en rigole un peu, mais comme je disais, il faut que les Congolais qui sont victimes de toutes, ce ne sont pas des erreurs judiciaires, mais de toutes ces tragédies judiciaires documentent tous ces faits pour que demain, justice leur soit rendue. Donc, M. Okongakala, aujourd'hui, n'est qu'au service d'un système. Et comme je vous le disais, le pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso ne tient que grâce à ce système de corruption, de crime. Il ne peut pas tenir s'il met en place une justice pour tous, en tout cas une justice impartiale, parce que cette justice impartiale finira par rattraper les membres de sa famille, lui-même et tous les tenants de ce pouvoir dictatorial au Congo-Brazzaville. Alors, Mingwa Biango, probablement qu'on va vers la fin de cette émission. Vous avez évoqué tout à l'heure la présence, évidemment, la visite officielle de Denis Sassou Nguesso au Vatican. Il s'est retrouvé également à la réouverture de Notre-Dame de Paris. Qu'est-ce que cela vous a fait, vous, Congolais? Mais en tant que Congolais, on a appris, en tout cas par la presse de M. Denis Sassou Nguesso, qu'il aurait plaidé auprès du pape de la béatification du cardinal Émile Biaïnda. Bon, on pense que c'est faux, que M. Denis Sassou Nguesso a peur de subir la béatification du cardinal Émile Biaïnda qu'il a fait assassiner. C'est ça la réalité, il faut le dire. Donc, M. Denis Sassou Nguesso, par anticipation, veut faire croire que si demain il y a béatification, qu'il serait également l'un de ces artisans de cet épilogue. Une Maintenant, ce forme qu'il faut dire, de récupération politicienne, alors, puisque la béatification dont on fait état ici, en fait, a commencé, hein, j'allais dire, depuis 1995. C'est ce qu'on apprend et que, finalement, la procédure ou le processus avait même pris fin en 2015. Donc, on attendait alors, que, voilà, la des informations matérialisation. que nous avons, parce que cette béatification-là, on entend on entend beaucoup parler d'elle, mais est-ce que l'Église catholique congolaise a communiqué sur les éléments qui ont été mis pour faire cette demande de béatification? Est-ce qu'a été mis dans le dossier que le cardinal Émile Biaïnda a été assassiné par M. Denis Sassou Nguesso? Ça n'a pas été fait. Il y a aujourd'hui, et on dit que le dossier a été instruit, ce qui est faux. Le dossier a été déposé, mais l'Église catholique doit venir nous dire aujourd'hui, même si c'est entre catholiques, qu'est-ce qui a été mis dans ce dossier. Il n'a pas été mentionné que monsieur, que le cardinal Émile Biaïnda a été assassiné par le colonel à l'époque, Denis Sassou Nguesso, ministre de la Défense. Il a été mis dans le dossier que le cardinal Émile Biaïnda a été victime d'un règlement communautaire. Donc,
l'Église catholique congolaise est elle-même, malheureusement, bon, elle doit avoir peur de M. Denis Sassou Nguesso. Donc, l'instruction de la béatification du cardinal Émile Biaïda a été instruite avec ces éléments et non avec la véritable histoire du cardinal Émile Biaïda qui a été enterré vivant. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, le pape reçoit tous les dirigeants. Maintenant, en ce qui concerne Notre-Dame de Paris, où on a vu M. Denis Sassou Nguesso au premier rang, franchement, je ne suis pas, moi, quelqu'un qui va s'émouvoir de, 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 de voir M. Denis Sassou Nguesso au premier rang. Vous savez, le président Bachar el-Assad a été reçu à Paris lors des festivités du 14 juillet sous le président Nicolas Sarkozy. Et c'est la même France avec François Hollande qui a voulu défaire M. Bachar el-Assad. Vous avez le président libyen Muammar el-Kadhafi qui a été reçu à l'Élysée par le président Sarkozy, et c'est le même qui finalement a milité pour le renverser. Donc, M. Denis Sassou Nguesso, devant en tout cas dans les premiers rangs de Notre-Dame de Paris, ne me fait, pour ma part, ni chaud ni froid. Maintenant, ce qui me choque dans cette énième escapade de M. Denis Sassou Nguesso, c'est le coût faramineux de ces déplacements. Vous voyez bien que dans les mairies, dans les hôpitaux aujourd'hui qui sont en grève, les salaires ne sont pas payés. Donc, M. Denis Sassou Nguesso aujourd'hui, pour son narcissisme et sa folie des grandeurs, est prêt à dépenser des millions de dollars dans le lobbying et ses déplacements. Donc, moi, c'est ce qui me choque. Mais sinon, ce n'est pas parce que M. Denis Sassou Nguesso a voulu faire un selfie avec le président Trump que tout cela va m'impressionner. Le jour où les Congolais seront déterminés, auront bien fait du lobbying, c'est la même France qui est consciente que si aujourd'hui il y a un sentiment anti-français en Afrique et principalement au Congo-Brazzaville, c'est à cause de la gouvernance de M. Denis Sassou Nguesso qui a été ramené au pouvoir par M. Jacques Chirac. Donc, lorsque nous serons prêts, M. Christian Perrin, et nous y travaillons, M. Denis Sassou Nguesso, qu'il soit reçu à la Maison-Blanche par M. Trump ou par le président Emmanuel Macron ou par Giorgia Meloni de l'Italie, il finira par partir. Pour les puissances étrangères, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Donc, à nous de travailler pour que ces multinationales ou ces puissances étrangères comprennent que M. Denis Sassou Nguesso n'est pas le seul qui peut garantir leurs intérêts. Mais quand on parle d'intérêts, pas de contrat léonin, mais de contrat gagnant-gagnant. Et aujourd'hui, nous militons pour ce type de partenariat pour le Congo-Brazzaville. Merci. Alors, pour terminer, je vais vous laisser donc les peu de secondes qui nous restent pour conclure, bien sûr. Mais on revient donc sur la visite que vous avez effectuée au Maroc. Vous avez eu d'ailleurs l'occasion d'aller visiter la tombe du maréchal Mobutu, qui est tombé aussi, mais sa chute a été presque similaire à celle de Bachar al-Assad. C'est un mouvement qui est venu quelque part avec Laurent Désiré Kabila pour le dégager de là. Après, vous nous direz, et vous pensez que si le maréchal avait été enterré en RDC actuelle, l'ex-Zaïre, sa tombe serait encore intacte? Alors, non, sa tombe aurait été profanée, peut-être brûlée, parce que vous avez donc son fils, Nzanga Mobutu, qui a fait une interview où on lui a posé la question de savoir s'il fallait que la dépouille mortelle de son papa rentre au Zaïre, en tout cas dans l'actuel RDC. Il a dit que ce n'était pas le moment. Pourquoi? Parce que les tombes des membres de la famille de Mobutu restés au Zaïre ont été profanées. Donc il craint que si on ramène la dépouille mortelle aujourd'hui du maréchal Mobutu, elle risque d'être profanée. Mais j'aimerais, en ce qui concerne le maréchal Mobutu, parce qu'il y a eu une chute du maréchal Mobutu. Le maréchal Mobutu a géré, en tout cas sa gouvernance a été une gouvernance également tyrannique. On était dans la guerre froide. Mais ce qu'il faut comprendre sur l'affaire Mobutu, c'est que, bien que malade,
Mobutu a été renversé par les Américains qui ont soutenu la rébellion de, de Oui, vous Joseph l'avez dit, Kabila, qui n'en était pas une en Laurent fait. Désiré Kabila, vous l'avez dit qu'il y a toujours les puissances Oui, derrière, mais généralement. là où je veux en venir pour faire un tout petit peu d'histoire, là où je veux en venir, c'est que on parle de la rébellion de Joseph Désiré Kabila qui n'en était pas une. C'était les forces rwandaises du FPR de euh, Paul Kagame qui étaient derrière. Et pourquoi les Américains ont renversé le maréchal Mobutu? Ce qu'il faut savoir, c'est que les Occidentaux, en particulier les Américains, avaient la carte géologique de la RDC. Donc, lorsqu'il y a eu cette rébellion, les Américains avaient anticipé le pillage des richesses de la RDC au Kivu par le biais de M. Paul Kagame. Donc, on présente souvent les choses sur des facettes un peu simplistes, sur les Hutus, les Houthis, Joseph Désiré Kabila. Mais in fine, aujourd'hui, on comprend bien que M. Le président Bill Clinton avait pour mission de renverser le maréchal Mobutu qui n'aurait jamais accepté qu'on pille ses richesses. Et comme il fallait piller ses richesses parce que la RDC est si vous voulez, est remplie de gisements de minéraux Un rares, réservoir, voilà, un réservoir mondial de minerais, de minerais rares. Et donc, il y a eu cette anticipation. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes ces guerres en Afrique, soutenues par des puissances occidentales, sous prétexte de guerre ethnique, ont pour finalité le pillage de l'Afrique. Vous avez au Congo-Brazzaville, on vous parle d'une guerre ethnique entre M. Lissouba, M. Kolela, M. Sassou Nguesso, et in fine, on voit bien que c'était une guerre pour le pétrole du Congo. Donc, il faut que les en Africains fait, se ressaisissent. il faut tout de même faire une précision là-dessus. Ça n'a jamais été une guerre civile, c'était un coup d'État militaire bien préparé par la France. Moi, je prends mes responsabilités parce que j'ai les éléments pour le démontrer. Et donc, ça n'a jamais été une guerre civile. Au Congo, il n'y a jamais eu guerre civile. Bon, encore qu'on nous parle de 58 ou 59. Bon, bref, là, je n'ai pas assez d'éléments. Donc, Mais tout dans ça, le c'est un même temps, débat, puisque vous faites mais déjà une guerre état du civile, Rwanda, vous faites déjà état du pardon? Rwanda et Oui. donc l'arrivée de Laurent Désiré Kabila, accompagné par les troupes de Kagame. Et là, nous voyons bien que les Rwandais s'installent. De toute façon, l'autorisation a été donnée, hein, c'est maintenant officiel. Denis Sassou Nguesso a dit à ses Rwandais, vous pouvez vous installer, et le reste, bon voilà, comme pour dire, le reste, moi, je vais gérer. Et là, le Rwanda s'installe au Congo-Brazzaville. Est-ce qu'on risque d'assister, évidemment, à ce pillage, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des ressources Et du Congo-Brazzaville aussi? vous savez, ce sont des questions géopolitiques ou de géostratégie. Monsieur Denis Sassou Nguesso, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas un idiot au sens où il comprend bien les choses. Il laisse piller le pays pour se maintenir au pouvoir. Et Monsieur Denis Sassou Nguesso est pratiquement le seul homme politique au Congo qui a une maîtrise des rapports de force internationale. Donc, euh, pourquoi M. Denis Sassou Nguesso accepte que le Rwanda s'installe au Congo chez nous? M. Kagame est le représentant des multinationales anglo-saxons en Afrique. Vous avez l'OTAN qui est une organisation atlantique où vous avez des Américains et des Européens, mais elle ne s'étend pas à l'Afrique. Donc aujourd'hui, le bras armé des puissances anglo-saxonnes en Afrique, ce sont en particulier les Rwandais. Et donc, M. Denis Sassou Nguesso aujourd'hui accepte que les Rwandais s'installent au Congo parce qu'il y a une partie mafieuse de la France-Afrique qui est liée à ces milieux anglo-saxons. Donc, M. Denis Sassou Nguesso, pour se maintenir au pouvoir, accepte que les Rwandais s'installent, mais ce n'est pas parce que le Rwanda va lui donner quoi que ce soit, mais c'est parce que M. Denis Sassou Nguesso est à la solde de certaines puissances financières françaises qui sont euh,
agglomérés ou qui sont en affaires avec des milieux anglo-saxons. Et voilà comment on en arrive à l'installation des Rwandais, en tout cas quand je parle de Rwandais, vous allez m'excuser, des forces de M. Kagame. Parce que tous les Rwandais ne sont pas pour M. Paul Kagame, qui est minoritaire dans son pays. Donc il faut qu'on fasse bien attention. Le peuple rwandais ne soutient pas dans sa majorité M. Paul Kagame. Donc lorsque nous parlons des Rwandais, il faut comprendre par là que nous parlons de M. Paul Kagame et de son pouvoir. Et M. Kagame est installé au Congo pour encercler la RDC sur laquelle il va bientôt jeter son dévolu. Donc voilà la réalité. Donc M. Denis Sassou Nguesso, parce qu'il est faible auprès de ceux qui le maintiennent au pouvoir, accepte toute cette situation, mais malheureusement, cette situation risque demain de nous entraîner dans des situations compliquées parce que si vous avez une enclave rwandaise au Congo-Brazzaville et que demain, les Congolais veulent les faire partir, du moment où M. Kagame est un pion des puissances occidentales, vous allez avoir les puissances occidentales qui vont vous dire de ne pas toucher à ces Rwandais, de M. Paul Kagame, qui sont installés ou seront installés au Congo-Brazzaville. Donc, voilà la situation dramatique que nous pouvons vivre demain. Et c'est pour ça que les Congolais doivent se mobiliser pour que ces forces rwandaises à la solde de M. Paul Kagame ne s'installent pas au Congo. Il faut que les Congolais comprennent que M. Paul Kagame ne représente pas dans son entièreté le peuple rwandais. Le peuple rwandais, vous avez des milliers de Rwandais qui vivent en exil en RDC et même au Congo-Brazzaville, y compris en Europe. Donc, gardons-nous de qualifier tous les Rwandais d'impérialistes et cela risque demain de se retourner contre nous parce qu'il y a bien des Rwandais qui veulent le départ de M. Paul Kagame. Merci Mingwa Biango d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes un fondateur et administrateur du site information congo-liberty.com, chef d'entreprise, président de l'association Urgence Enfants Africains. Grand merci d'avoir disposé tout ce temps. Merci Monsieur Christian Perrin. En tout cas, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année puisqu'on y arrive. Il n'est pas certain qu'on refasse une émission, même si pourquoi pas. Vous êtes à la disposition. On a encore beaucoup de disposition. temps, c'est encore loin, hein, c'est quand même 2 semaines. C'est quand même 2 semaines, à moins qu'il y ait l'événement que nous attendons tous. Je ne le nommerai pas, on pourra faire une émission, mais j'espère, oui, faire une émission si cet événement survient et que nous En tout cas, ça, si faisons ça se nos valises. produisait même le jour de fête, ben on va sacrifier la fête. De toutes les façons, pour nous, il y a jamais plus de fête. Vous savez bien que les Congolais voilà. vivent dans une paupérisation et une misère telle qu'il est même indécent de souhaiter la bonne année aux Congolais. Donc, nous ne célébrons plus de fêtes, même nous qui sommes ici à l'étranger. Nous oublions même qu'il y a des jours de bonne année parce que nous réfléchissons 24 heures sur 24 sur la situation du Congo. Donc, espérons, Monsieur Christian Perrin, que nous ferons une émission avec nos valises prêtes à embarquer pour repartir construire notre pays. Merci Bingwa Biango, mesdames, messieurs. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir encore fait confiance, de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo et partagez massivement. N'oubliez jamais, ce sont là des petits gestes qui comptent pour nous. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez des sujets que nous avons abordés avec Mingwa Biango. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.